Bonsoir, bonjour, bienvenue à cet espace de psychanalyse pour tous, oui, pour tous ceux qui veulent s'y intéresser, bien évidemment. Dire que je n'ai jamais vraiment pour tous, mais pour tous ceux qui veulent s'y intéresser. Alors, nous allons voir, hop. Alors, bienvenue à cet espace donc pour tous, cet espace de psychanalyse pour tous, où nous nous proposons donc aujourd'hui un nouveau sujet. Donc, je vous rappelle Anne-Sophie, Stéphanie, bonsoir, bonjour. Je vous rappelle que vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux pour que plus de gens puissent s'intéresser à cette discipline indispensable à notre vie. Catharsis, Nathalie, Marie-Laure, bonsoir, Michel, bonsoir, puisque c'est quelque chose qui va être très intéressant pour tout le monde, Sandra, Cécile, bonsoir. Donc aujourd'hui, Smilchka, Patricia, bonsoir, Nadia, bonsoir. Comment allez-vous? Donc contente d'être avec vous ce soir. Donc Jean-Philippe, bonsoir, Chris, bonsoir. Et Imen, bonsoir, Sonia, et moi aussi, Sonia, moi aussi. Donc, nous sommes bien au rendez-vous. Katia, bonsoir. Donc, Martine. Donc, je m'appelle Clémence Lenis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Cero à Madrid. Sabrina, bonsoir. Céline, bonsoir. Donc, bienvenue à cet espace. Nous y arrivons. Carlos, bonsoir. Chantal, bonsoir. Kadja, bonsoir. Damienne, bonsoir. Comment allez-vous? C'est bien. Vous arrivez nombreux. Donc, je répète, vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre canal de YouTube. C'est un canal de YouTube qui s'appelle Clémence Lenis. Il y a aussi Telegram qui s'appelle Psychanalyse et Poésie. Il y a aussi Instagram qui s'appelle Lenis Clémence. Et je crois que c'est tout. Et LinkedIn. Hakim, bonsoir. Et LinkedIn aussi. Ah si, bonsoir. Donc, aujourd'hui, nous nous sommes proposés de parler de ce qu'on appelle, de façon populaire, on va dire, ce qu'on appelle la dépendance affective. La dépendance affective. Alors, la particularité, quand on parle de dépendance affective, il faut déjà le préciser dès maintenant, c'est-à-dire que quand on parle de dépendance affective, ce n'est pas une terminologie de la psychanalyse. C'est pas quelque chose qu'étudie la psychanalyse, mais c'est quelque chose dont la psychanalyse a les instruments pour lire ce phénomène. Stéphanie, bonsoir. Pour lire ce phénomène et faire référence un petit peu de quoi il s'agit quand on parle de Fanette, bonsoir. Quand on parle de dépendance affective. Donc Marilyn, bonsoir. Ilem, bonsoir. Alors attendez, je regardais pour ne pas perdre de message. Donc, je vais faire ça peut-être. Donc, on va regarder ici. Donc, quand on parle de dépendance affective, de quoi on parle? Parce que ça va être important d'essayer de mettre un point, de cadrer un petit peu. Gina, bonsoir. Donc, de faire référence à cette dépendance affective. Elisabeth, bonsoir. Ça fait longtemps. Annick, bonsoir. Donc, on va commencer, parce que quand on parle de dépendance, si on va regarder dans le dictionnaire, par exemple, Lila, bonsoir, c'est le mot de Fausia, bonsoir, Chasse, bonsoir. Pourquoi je n'entends rien? Ben, je ne sais pas, mais il y a un truc qui cloche. Serge, bonsoir. Donc, quand on parle de dépendance, quand on regarde dans le dictionnaire, ben, une dépendance, c'est un bâtiment qui est annexé à une construction principale. D'accord? C'est ça, là. Éléonore, bonsoir. Quand on va parler de dépendance, on va faire référence à ça. C'est-à-dire que c'est un bâtiment qui est accolé à un autre plus important.
Donc Christine, bonsoir. Mais il y a bien évidemment dans l'univers affectif, bonsoir Fabienne, dans l'univers affectif aussi on parle de dépendance affective, de dépendance. Rekia, bonsoir. Alors, on parle de dépendance et ça va être intéressant. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser principalement, moi de même Christine, quand on parle de dépendance, il y a de nombreux types de dépendance. Ici, on va s'occuper principalement de dépendance que nous avons que nous pouvons avoir sur les personnes. Célia, bonsoir. Hein, mais que la dépendance, il peut s'agir d'une personne, d'une substance, d'un comportement, Féti, bonsoir, d'un comportement, c'est-à-dire que cette dépendance, elle a toujours un objet. On est dépendant toujours de quelque chose, de quelqu'un, de quelque chose. C'est quelque chose qui est en relation. Mais ce quelqu'un, ce quelque chose n'est peut-être pas si important, sinon que ce qui va être plus important, on va s'intéresser plus à voir de ce sujet qui est dépendant, à s'arrêter sur cette idée de ce sujet, Alexandra, Laura, bonsoir, Stella, bonsoir, non, ce sujet qui est dépendant. Et on va voir, alors selon la dépendance, bien sûr, hein, selon s'il s'agit d'une dépendance ou d'une autre, on va parler d'une chose ou d'une autre. Mais ici, on va se faire référence un petit peu à la dépendance, parce que quand on parle de dépendance, la première chose qui peut nous venir à l'esprit, on va dire, c'est la mère. Cette dépendance première, cette dépendance indispensable, primordiale, constitutive, obligatoire. Hein. C'est-à-dire que, et c'est en plus une dépendance qui va laisser des traces, hein, qui va laisser des traces inconscientes pour toute notre vie, qui va jamais, Paola bonsoir, qui va jamais, Salma bonsoir, qui va jamais nous abandonner. C'est ça qui va être important, ça ne va jamais nous abandonner, ça va rester avec nous toute notre vie. Est-ce que la dépendance affective peut être toxique ? On va voir, Céline, on va voir un petit peu. C'est-à-dire que quand on parle de dépendance affective, on va parler donc bien évidemment de la mère, puisque ça va être la première dépendance que nous allons avoir. Alors, la première, Simona, bonsoir. C'est-à-dire que l'enfant va arriver dans le sein d'une famille, non, dans le sein d'une structure familiale, et que c'est en relation, on va dire, avec cette personne qui va s'occuper de lui, qui va prendre le nom de fonction mère et qui va faire tout le travail. Parce que la fonction mère, c'est bien évidemment un travail à réaliser. Est-ce que la secte fait partie de dépendance? Donc on va voir, parce que ce qui va nous intéresser, Hervé, bonsoir, ce qui va nous intéresser, c'est de voir un petit peu de quoi il s'agit quand on parle de dépendance. C'est-à-dire que ce qui va être, Dora, bonsoir, ce qui va être important, c'est de voir un petit peu pourquoi il y a cette dépendance. Plus de savoir, non, parce que là, il y a qui posait la question à savoir s'il fait partie, est-ce que la secte fait partie d'une dépendance, on va voir, mais déjà, pourquoi il y a dépendance? Pourquoi il y a quelque chose de dépendant en nous et que nous avons donc cette dépendance comme un besoin qui est là. Parce qu'il y a eu un lien difficile à la première figure d'attachement. Alexandre l'a dit. Alors, la première figure d'attachement, comme vous dites, en fait, c'est quand on était tout bébé. Et donc, il n'y a pas de lien difficile à cette première figure d'attachement. C'est pas ça le problème, parce qu'il y a toujours un attachement effectivement très fort, puisque c'est celle ou celui ou cette fonction qui va nous sauver la vie. Donc, obligatoirement, ce lien va être très fort. Va être immense, puisqu'on va même parler de cellules narcissiques, c'est-à-dire que ça va être tellement fort. Nadia, la dépendance affective sera toxique au cas où le partenaire est possessif. Donc vous voyez, vous dites, c'est à cause de l'autre. Non, c'est à cause de la personne qui est dépendante. Le problème, c'est la dépendance, c'est pas l'autre. On va trouver quelqu'un qui va accepter qu'on puisse dépendre de lui. Parce qu'il y a des gens qui disent, ouf, toi t'es trop dépendante, ça m'intéresse pas. Tandis qu'il y a des gens qui vont accepter de dire, tiens, toi, tu es dépendante, tiens, tu m'intéresses. Par exemple. C'est-à-dire que pourquoi beaucoup de personnes se disent, oh, je suis dépendant affectif. Sarah, bonsoir. Et si, lorsque la figure d'attachement est déficiente, dépressive? René, bonsoir. Alors, on va voir que bien évidemment que la situation de cette fétide dépendance, est-ce réception de plaisir oral? Non.
la dépendance est ce premier moment, non, ce premier moment que nous allons avoir avec la mère, que nous allons tous oublier. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas de Valérie Bonsoir, de cette dame qui ensuite va nous décevoir terriblement, parce que au départ, en fait, cette fonction mère, c'est pratiquement seulement un dieu pour nous, puisque l'enfant accepte. Ben, l'enfant, il est bien accepté, bien obligé, Christine, d'accepter, parce que sinon, il ne survit pas. On va voir qu'il y a des cas où, justement, quand on parlait de cette relation, quand des mères ne sont pas la capacité de s'occuper de leurs enfants pour leur propre histoire, est-ce qu'un enfant unique peut souffrir plus de dépendance affective? Non, il n'y a pas ce genre de choses, on ne sait pas, ça va toujours dépendre de l'enfant. Une mère toxique nous rend dépendants affectifs. Non, parce que on va voir que la dépendance ne va pas dépendre exactement de ça, sinon que va dépendre de tout ce processus évolutif par lequel nous devons passer. D'accord? Dans la dépression postpartum, par exemple, oui, il va y avoir des conséquences, mais nous ne pouvons pas exactement les penser ni savoir, parce qu'il y a des femmes qui vont passer par une dépression postpartum et les enfants ne vont avoir aucune trace de ce problème de la maman. Il y en a d'autres, si la dépendance affective du bébé de l'enfant est constitutive. Après, à l'âge adulte, ça change. Ben, à l'âge adulte, ça doit changer, ça devrait changer. Le problème, c'est que des fois, ça change pas. C'est pas facile de soigner les blessures. Alors, attendez, là, vous allez très vite. Je m'y perds. Alors, il y a bonsoir Fernand, Jamila. Et il y a donc la dépendance affective maternelle. Oh, ça s'en va très vite. Et la dépendance affective maternelle, c'est qu'est-ce que l'enfant fait de cette béance que laisse l'absence de la figure d'attachement. La dépendance affective maternelle, elle est plutôt instinctive. Donc, est-ce qu'on peut régler son problème de dépendance à travers la psychanalyse? Oui. Donc, c'est ça, donc je n'ai pas eu le choix. Ma mère m'a dit que je suis fautif de l'inceste de mon père. C'est moi la coupable. Bon, ça c'est un autre problème, non? Ça c'est un autre problème, c'est-à-dire que ça, il faut commencer une psychanalyse, ou faire une psychanalyse pour voir, non, comment est le sujet en relation avec ça. Mais, parce que ce n'est pas exactement ce qu'on a vécu qui va nous intéresser, sinon c'est ce qu'on fait avec ce que l'on a vécu. C'est comment, non, qu'est-ce qu'on en fait dans tous les cas, et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire l'inceste produit telle chose sur telle personne. Non, il faut toujours voir que va faire avec ce qui est arrivé à tel sujet, non, que chacun va faire avec ça. Et qu'est-ce qu'il va en dire? Parce que ce qui va être important, c'est comment il va en parler, qu'est-ce qu'il va en dire. Non? Donc, la psychanalyse, ça aide, dit Katia. Donc, reprenons un petit peu pour essayer. Donc, quand on parle psychanalyse depuis 10 ans, bon, alors, j'ai été dépendance affective, je ne le suis plus. J'ai compris beaucoup de choses. On donne à l'autre le pouvoir sur nous. Je me suis débarrassée de ce syndrome. Donc, il y a une chose, mais je ne pensais pas qu'on donne le pouvoir à l'autre sur nous. C'est que vraiment, on est dépendant. On a besoin de quelqu'un. Marlène, bonsoir. On a besoin de quelqu'un. Et pourquoi on a besoin de quelqu'un? On va le dire d'une façon tout à fait résumée. On a besoin de quelqu'un parce qu'en fait, on cherche cette maman. Et on ne cherche pas cette maman que l'on connaît, cette dame qui s'appelle, qui a un nom, un prénom. Non, on cherche cette maman idéale qui s'est occupée de nous et qui était si extraordinaire. Comment savoir qu'une personne a une dépendance affective? Ah, ça c'est une bonne question. Ça c'est une bonne question parce qu'effectivement, il y a certaines personnes, la dépendance, non, lui saute aux yeux, on va dire, pour la personne en elle-même. Il y a d'autres. L'inceste est un phénomène maladif. Donc là, l'inceste est interdit, d'accord? L'inceste est interdit. C'est pas un phénomène maladif, c'est interdit l'inceste. C'est interdit. Et on va voir qu'en plus l'inceste, ce n'est pas simplement et uniquement les relations que les parents ont pu avoir avec les enfants, sinon que l'inceste ensuite, ça va se poursuivre dans notre relation, dans nos relations psychiques. Parce qu'il y a des enfants qui sont les parents de leurs parents. Ils cherchent à être réparés par leurs enfants. Et oui, il y a tout type. L'être humain a cette caractéristique qu'il a la possibilité de créer vous avez vu, l'être humain, il est absolument formidable parce qu'il est capable de fabriquer plein de choses, je veux dire, avec sa propre vie. Non, avec sa propre vie. Après, c'est difficile, les relations affectives.
Donc je reprends, je sais que vous n'aimez pas beaucoup ce que je vous dis, mais que la dépendance va dépendre de ce premier moment, de ce moment du nourrisson, du bébé qui ne peut rien et qui va remettre sa vie dans les mains d'une personne qui va s'occuper de lui, qui va lui donner à manger et qui est complètement dépendant, extrême, c'est une dépendance extrême à cette fonction mère. Et l'idée de cette dépendance extrême à cette fonction mère, premièrement, c'est que lui, il ne peut rien. Hein, c'est un sujet qui dépense beaucoup d'émotions. Donc lui, comme il ne peut rien, non, il est obligé, on va dire, c'est ça ou la mort. Hein. Et c'est ça ou la mort. Donc, la majorité, nous nous remettons dans les mains de cette fonction mère qui fera, non, selon le cas, selon la fonction, plus ou moins bien son travail, mais qui va s'occuper pour que l'on puisse survivre. Alors, bien sûr, après, on va voir que, effectivement, tout ce que va vivre la mère va déteindre sur l'enfant. Mais nous ne savons jamais comment. Nous ne pouvons pas savoir d'avance comment. Anand dit, on trouve ce trait de personnalité chez les personnes état limite, ils cherchent toujours l'étayage. Donc, on va voir qu'ils cherchent toujours leur maman, Anand. C'est pas qu'ils cherchent toujours, ils cherchent une maman, ils cherchent répéter cette situation. Et en plus, c'est une situation, quand on dit que cette relation avec cette fonction mère, qu'on va aussi appeler la mère phallique, dans le sens où elle couvrait tout, elle n'avait pas de défaut pour le nourrisson, pour le bébé. Non, et ferait l'objet des grands capitalistes de cette époque. C'est Salma, effectivement, c'est-à-dire que les capitalistes utilisent cette maladie que nous avons avec notre dépendance à notre maman. Mais notre dépendance à notre maman, je le répète, c'est pas cette dame, ça c'est une autre chose, non, c'est un autre contexte. Moi je fais référence à cette relation du nouveau-né qui est cette relation qu'il a dû abandonner et qui est devenue inconsciente. Et donc qui a laissé des traces dans l'inconscient. Et nous savons, par l'étude qu'a réalisée Freud, que ces traces donc vont rester toute notre vie associées à notre vie. Hein, elles vont nous accompagner tout le temps. Mais le problème, c'est qu'il arrive un moment, il faut se séparer. Et ce n'est pas exactement une séparation, parce que vous voyez qu'il y a des gens qui disent « Allez, je me sépare, je change de pays, je vais loin de chez mes parents ». Et le problème est toujours là, parce que la dépendance ne dépend pas de cette relation exactement avec ce monsieur ou avec cette dame. Sinon que la dépendance c'est une position psychique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont passer leur vie à chercher une maman. Chercher une maman, c'est-à-dire qui est, alors, comme la maman qu'ils vont trouver ne va jamais être parfaite, ne va jamais être aussi idéale qu'elle l'a été quand nous étions bébés, que nous nous rendions compte de rien, et non seulement nous nous rendions compte de rien, mais sinon que, en fait, nous ne pouvions rien. C'est pour ça, dans notre incapacité, elle était une déesse, elle était une reine, elle était phallique, c'est-à-dire qu'elle était immortelle. Et une autre chose qui va intervenir dans la dépendance, c'est que l'enfant, pendant toutes ses premières années, pense que sa mère lui appartient, qu'elle est à lui. Et c'est pour ça que la séparation, après, et ça va être un moment, ça va être une étape, ça ne va pas se faire en un seul moment, sinon que c'est une étape où il va falloir se séparer de cette idée de la mère, plus que de la dame, de l'idée que nous avons de la mère, de cette idée qu'elle est immortelle, qu'elle est la plus belle, qu'elle est la plus merveilleuse, qu'elle sait tout faire, qu'elle est là à chaque fois comme il faut, parce que c'est tout ce qu'on pensait. Et cette personne, bien sûr, n'existe pas. C'était une illusion. La dépendance affective du bébé pourrait se manifester beaucoup plus avec la maman biologique, ou plutôt avec celle qui fait le travail. Mais c'est une idée, Nadia, c'est même pas une personne, c'est la fonction, c'est celle qui fait le travail. C'est-à-dire qu'après, on va garder l'idée qu'il existe une mère phallique, qu'il existe quelqu'un d'immortel, auquel j'appartiens et qui m'appartient. Donc c'est toutes ces idées-là qui vont s'installer, on va dire, d'une certaine façon en nous, et qu'après, il va falloir faire un travail pour se défaire de ces idées. Parce qu'en fait, ces idées n'étaient pas vraies, c'était des illusions.
Adultes, certains vont chercher un substitut pour répéter cette dépendance. C'est qu'ils sont toujours dépendants, Elisabeth, c'est parce qu'ils sont toujours dépendants de la mère. Donc ils cherchent une mère parce qu'ils sont toujours dépendants. Ils ne se sont pas séparés de la mère. Ils ne se sont pas séparés de l'idée de la mère. De cette idée, donc obligatoirement, quand ils rencontrent quelqu'un, ils disent, oh, on a l'impression, non, au début de la relation, on a l'impression qu'il va couvrir mes besoins, puisqu'en plus c'est une dépendance au niveau des besoins, pas du désir. Parce que le désir, il n'y a pas de dépendance. On va continuer un petit peu cette histoire que j'étais en train de vous raconter, sur justement, non, l'humain est constamment de l'interprétation et dans une fiction positive ou négative qu'il crée, en laquelle il croit. Un bébé ne l'interprète pas encore. Donc on va dire qu'il ne sait pas qu'il l'interprète, c'est que lui, on lui a sauvé la vie. On lui a sauvé la vie. Non? Et vous savez ce que font dans les tribus, on a déjà vu, non? Dans certaines tribus, il y a des hommes, une fois que, comme vendredi avec Robinson Crusoe, on lui a sauvé la vie, donc il devient l'esclave, non? Complètement l'esclave de Robinson. Non? Pourquoi? Parce que Robinson lui a sauvé la vie. Donc ça, c'est un exemple, non, qui peut arriver, mais parce que ça a déjà eu lieu dans la vie de vendredi. Sortir de l'illusion de l'immortalité, exactement, Christine. Et c'est ça le travail à faire, sortir de l'illusion de l'immortalité. Parce qu'en fait, c'est cette idée-là qui nous poursuit. La maman est un objet partiel, il n'est pas arrivé à constituer son moi dans le stade du miroir. Je ne comprends pas, Anan. Non, parce que la maman, ça va être notre premier miroir, en plus. Mais bon, ça c'est une autre histoire. C'est-à-dire qu'on va penser que, comme c'est notre premier miroir, on va se voir aussi, non? Fantastique. Mais on va voir au départ que l'enfant, comme il ne voit pas qu'il y a de différence entre lui et la mère, en fait, il a l'impression que lui, c'est une partie de la mère au départ. Ça fait partie, c'est un morceau de la maman, c'est un morceau de la mère. Donc, et c'est pour ça qu'il pense que la mère lui appartient, non? Et que cette mère, elle a un grand pouvoir, un grand prestige, c'est quelque chose de fabuleux, non? Donc, et c'est pour ça que quand on parle de cette union, il y a des rituels de passage qui peuvent aider à la séparation. Le papa, Paola. Le papa, c'est celui qui doit faire le travail de la séparation. Et quand je dis le papa, c'est-à-dire la fonction père, non, dont on a déjà eu l'occasion de voir, c'est-à-dire parce que la fonction père, il doit séparer la personne qui va faire ça, parce que des fois c'est même la mère qui doit faire ça. La dépendance est-elle moins forte quand on est... Ça dépend, non? Pas obligatoirement. Bon crâne, bonsoir. Et donc on va voir que quand on parle de cette cellule narcissique, donc justement avant l'arrivée de ce tiers qui vient séparer, parce que le tiers, c'est celui qui vient séparer l'enfant de la mère, mais qui vient aussi séparer la mère de l'enfant. Parce que l'idée, c'est que quand on a cette relation, on va dire, quand on va voir l'enfant et le prolongement de la mère, l'individualisation n'a lieu que lorsque le sujet est clos, comme une fleur. Parfois, on remarque certains adultes qui restent toujours au stade enfantin et qui souffrent d'ailleurs d'une dépendance affective. Alors, lorsque le père est absent, mais c'est pas que le père est absent, non, parce que c'est une fonction. C'est-à-dire que nous tous que nous sommes là, il y a eu quelqu'un qui s'est occupé de nous. Alors après, la séparation, il y a eu séparation, puisqu'on ne vit pas avec maman, on n'est pas collé avec maman, on n'est pas sous les jupes de maman. Donc il y a eu déjà un effet de séparation. Mais après, il y a l'effet de séparation qui doit se faire, on va dire, d'une façon plus drastique. Quel lien entre amour possessif et dépendance affective? L'amour possessif, c'est toujours avec la maman, puisque la maman, elle nous appartenait. C'était, non? Le tiers, ça peut être l'école. Exactement. Non? Le tiers, bien évidemment, ça peut être l'école. Mais il faut que ça se fasse correctement, c'est pas évident. Non? C'est pour ça qu'on dit qu'en psychanalyse, le travail de la psychanalyse, ça va être aussi de construire un père. Construire un père, c'est-à-dire séparer le sujet de sa mère. Exactement. Mais c'est pas le thérapeute, Salma. C'est la psychanalyse. Non? C'est un petit peu différent. C'est-à-dire que le thérapeute, on va dire, ça va être celui qui va, ou le psychanalyste, ça va être celui qui va être le représentant de la psychanalyse.
Mais ce qui va séparer le sujet de sa mère phallique, de sa mère qui peut tout, c'est la psychanalyse. Bon, après, le psychanalyste, c'est un opérateur. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il soit bien préparé pour pouvoir faire ce travail d'opérateur, pour pouvoir réaliser ce travail d'opérateur. Hein? Donc, comme nous le savions, l'enfant a besoin des autres pour survivre. Pour lui, c'est indispensable. Nous, aujourd'hui, on dit non avec celui-là, non avec celui-là, non. Maintenant, on devient un petit peu pointilleux, alors que l'enfant, pour lui, c'est obligatoire. Et pour accéder à la société, donc pour le premier pas, non, dans la société, il va devoir donc se séparer. Est-ce que la dépendance affective crée l'angoisse de séparation? Chez l'enfant, il va y avoir une angoisse, non? Il va y avoir une angoisse, c'est-à-dire qu'il existe, la carence affective a un lien avec la dépendance à la mère. Oui, est-ce qu'il existe une dépendance affective dans le monde professionnel? Mais c'est toujours à la mère. Oui, un thérapeute en psychothérapie joue davantage un rôle de bon parent, voire de parent idéal. Mais ça n'existe pas un parent idéal. Ça n'existe pas un parent idéal. Non, c'est pour ça que c'est pas qu'il va jouer un rôle. C'est-à-dire qu'il peut avoir, c'est-à-dire que le patient va lui mettre cette étiquette. Mais lui, il n'a pas le rôle de parent. Le fait de la séparation s'impose naturellement suite à l'immaturité relative de l'être humain. Naturellement, il n'y a rien qui se fait. Arnaud, bonsoir. Non, le problème, c'est que chez l'être humain, naturellement, il n'y a rien qui se fait. C'est toujours un travail. Il y a quelqu'un qui doit être là et qui doit réaliser le travail. La psychanalyse est-elle un moyen permettant de dépasser? C'est pas dépasser la dépendance, c'est se séparer. Se séparer. Et se séparer aussi, parce que quand on parle de dépendance, ce que je disais, c'est que c'est en relation avec le besoin, comme le bébé. Le bébé, il a besoin. Il a besoin qu'on lui donne à manger, qu'on s'occupe de lui, qu'on le conduise chez le pédiatre, qu'on le couvre en hiver, qu'on le promène. D'accord? Mais ça, ce sont des besoins de l'enfant. L'enfant, il ne désire pas. Il n'aime pas. Il n'a pas de mots. C'est ensuite que va se créer le désir. Et en fait, le désir, il va se créer quand il va se séparer de la maman. C'est pour ça que les gens qui souffrent, on pourrait dire que Zerbout, bonsoir, Anthony, bonsoir, les gens qui souffrent de dépendance affective, c'est des gens qui ne désirent pas, qui ne sont pas arrivés à produire un désir, qui sont toujours au niveau des besoins, des nécessités. J'ai besoin de l'autre. Donc il n'y a pas d'amour. J'ai besoin, je suis avec l'autre parce que j'en ai besoin, pas parce que je l'aime. Après, il y a une confusion parfois. Non, on dit, mais si je t'aime, j'ai besoin de toi. C'est pas de l'amour, ça, j'ai besoin de toi. Vous voyez, une maman. Hein, on pourrait dire, non, j'ai besoin de l'autre. Parce que j'ai besoin des autres, mais de beaucoup d'autres, pas seulement d'une personne. J'ai besoin de nombreuses personnes. Quand je mets toute ma vie dans les mains d'une seule personne, c'est ma maman. Obligatoirement, c'est ma maman. J'essaye de répéter cette relation idyllique, parce que c'était une relation idyllique. Elle m'appartenait, je lui appartenais, elle était là pour moi à tout moment, elle s'occupait de moi, parce que c'est une illusion, parce que la maman, elle ne s'occupait pas de lui tout le temps. C'est une illusion, mais c'est l'illusion de l'enfant, puisqu'il lui a sauvé la vie. Non? Donc, pour la production du désir, et ça va être important, c'est pour ça que la séparation est indispensable, en devenant dépendant de l'analyste. Alors, y a-t-il une forme d'assujettissement au désir de l'autre? Mais c'est quoi le désir de l'autre? Quand vous parlez du désir de l'autre, c'est quoi? Parce qu'en fait, nous, on va voir que quels sont les signes d'appel pour psychanalyser un sujet qui souffre d'une dépendance affective? La dépendance affective. D'où l'importance de régulation des phénomènes transféro-contre-transférentiels précoces. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Soumeya, ça, je ne sais pas ce que c'est. Il y a les transféro-contre-transférentiels précoces. Donc, le problème, on va dire, c'est notre relation avec cet idéal. Parce que comme nous sommes dans cette relation de cellules narcissiques où en fait nous formons pratiquement qu'un, et qu'il va y avoir tout d'un coup un tiers qui va venir nous séparer, donc non seulement qui va dire à l'enfant, non, toi tu vas dormir dans ta chambre, maman elle dort avec moi, ça va être déjà une première séparation, il va falloir que ça se répète, parce que la première fois on ne comprend pas. Non, on ne comprend pas, simplement ça va exciter un petit peu les sentiments hostiles envers celui qui le sépare de sa mère.
Mais il comprend pas, il va falloir répéter, répéter, non, pour que s'établisse. Oui, voilà, alors, que dit Fanette? À voir si je peux l'avoir. Oui, voilà, le client transfère l'idéal sur le thérapeute, mais le thérapeute a conscience de ça, le travail se base là-dessus. Alors, indépendant affectif peut-il vivre seul et prendre des décisions qui lui sont propres? Parce que indépendant affectif, d'une certaine façon, nous le sommes tous. Mais il y a des degrés. Il y a des degrés. Non, parce que quand on dépend des autres, on dépend des autres. Et donc, on dépend des autres pour fabriquer notre vie. Et je dis, quand on dépend d'une seule personne, c'est de la maman. Donc, mais dépendre des gens, bien sûr, bien évidemment qu'on dépend. Donc, on peut dépendre de certaines personnes, de l'affection, de l'amour des autres dont on a besoin. Est-ce que c'est la séparation par le tiers peut arriver à l'âge adulte? Bien évidemment. On dit qu'elle peut arriver à n'importe quel âge. À n'importe quel âge, et qu'il est nécessaire pour commencer, parce que donc, je dis que quand arrive le tiers, donc on prend cet exemple du père qui vient dire « Toi, tu vas dormir dans ta chambre, c'est moi qui dors avec ta mère », parce que c'est ça la séparation. C'est-à-dire, c'est moi qui dors avec ta mère, c'est-à-dire ta mère, elle ne t'appartient pas, elle est à moi. C'est une façon de parler, non? C'est-à-dire que la mère, c'est pas son bébé, c'est pas son amour. Son amour, c'est un autre. Et c'est pour ça qu'à partir de là va naître le désir. C'est-à-dire quand l'enfant va se rendre compte, non? La dépendance affective peut mener à l'obsession. L'obsession de quoi? De la dépendance. Et donc quand il va se rendre compte que la mère désire autre chose, c'est pour ça que c'est nécessaire que la mère aussi, elle la dise à son fils, tu vas dormir dans ta chambre, tu dors pas dans ma chambre. C'est-à-dire mais que la mère, elle doit montrer aussi qu'elle est indépendante, parce que très souvent ce qui se passe, c'est que la mère est dépendante de son enfant, que la mère aussi, elle a besoin de son enfant. Alors lui, l'enfant, il n'est pas sorti de l'auberge, non? Donc, mais quand le désir de la mère est ailleurs, exactement, non? La perte aussi peut remettre le sujet dans un état de détresse archaïque. Donc on va dire, Elisabeth, effectivement, le désir de la mère est ailleurs. Donc quand l'enfant se rend compte que le désir, que la mère ne désire pas que lui, qu'elle a d'autres désirs, ben, c'est le monde du désir qui s'ouvre à l'enfant. Mais il faut qu'il accepte. Il faut qu'il accepte qu'il n'est pas unique, qu'il y a d'autres gens qui vivent. Donc le futur adulte sera automatiquement dépendant affectif s'il y a eu une forclusion du père. Non. C'est pas comme ça que ça marche, catharsis. Asna, bonsoir. C'est pas comme ça comment cette dépendance affective se manifeste en pathologie. Ben, la dépendance affective, c'est une pathologie, Yann. Quand les gens ne sont pas libres de faire de leur vie ce qu'ils veulent, c'est parce qu'ils ont des dépendances affectives, ils ont besoin de telle chose, bonsoir Jean-Loup, ils ont besoin de telle chose ou telle autre. Donc, mais c'était quoi la question, là, juste avant? Donc, le futur adulte sera automatiquement dépendant affectif s'il y a eu forclusion du père. Non. C'est parce qu'il y a dépendance affective qu'on peut penser que le rôle du père n'a pas été fait à fond, on va dire. Non? Excusez-moi Clémence, on perd un peu le fil à force de répondre à tous les messages. C'est intéressant, on devrait un peu plus vous écouter et moins vous interrompre. Désolé, ce n'est que mon avis. Comment on reconnaît une personne dépendante affective? Ça peut être différents formats. Mais il faut déjà s'occuper de soi-même, non, Coraline, pardon. Il faut déjà s'occuper de soi-même, de voir nous, non? Pas aller regarder dans la serrure pour voir qui sont dépendants. Est-ce que on pourrait se poser déjà la question soi-même, savoir quelles sont nos dépendances? Parce que des fois, on croit qu'on n'est pas dépendant et on est dépendant. Hein? On est dépendant, on a besoin de cette affection. On laisse les mères qui ne laissent pas partir les enfants. Non? Les mères qui ne laissent pas partir les enfants, par exemple. Ah oui, parfois c'est la mère qui est dépendante de son enfant. Non, quand on voit, il y a des Magali, bonsoir. Donc exactement, des fois on voit que c'est une relation. Non. Alors, qui est-ce qui disait qu'il faudrait plutôt me laisser parler que répondre aux questions? Écoutez, ce soir ça se fait comme ça. Ça se fait pas toujours comme ça. Des fois, non. Mais aujourd'hui, vous êtes interactif. Et donc, je vais pas faire comme s'il n'y avait pas de questions. Je réponds. Hein. Je sais que c'est un petit peu... en dents de scie, mais si l'adulte est toujours en dépendance affective envers la mère, il arrive que les conflits sont à répétition. Si l'adulte est toujours en dépendance, c'est-à-dire qu'il est toujours en dépendance avec la mère, même si la mère n'existe plus. D'accord? Parce qu'il y a des dépendants affectifs où la mère est morte. Et pourtant, ils sont toujours dépendants. Et ils cherchent toujours leur maman. Non? Ben, quand je dis ils cherchent toujours leur maman, c'est un petit peu grossier, on va dire.
la description, non, et qu'ils sont toujours au stade du besoin, qui n'ont pas encore fabriqué leur propre désir, qui n'ont pas produit encore leur propre désir. Et le désir est-ce que l'addiction est une forme de dépendance du même registre? On verra ça la fois prochaine, Elisabeth. D'accord? La fois prochaine, on verra la drogodépendance. Pour l'instant, on s'occupe de cette dépendance affective. Oui, ça peut s'auto-nourrir. Mère-enfant, les deux se croient immortels. Là, du coup, c'est de la toute-puissance en plus, non? Donc, pour aider l'enfant au changement, il faut qu'il y ait une unicité. Alors, attendez, là, ça va trop vite. Je ne suis plus. Une unicité, la toute-puissance. Mais ça, c'est beaucoup de délire, non? Il y ait une unicité du père et de la mère. Mais non, pas obligatoirement. Parfois, très souvent, je pense. Alors, je ne sais pas à quoi vous dites, Jean-Philippe, parfois. Très souvent, je pense. Donc, on va dire, parce que c'est pas une question de l'harmonie entre le couple, entre le père et la mère. On peut penser que dans tous les cas, c'est quelque chose qui est préférable pour l'enfant, effectivement. Mais on sait qu'aujourd'hui, les familles sont... non, les familles n'ont plus la même forme, on va dire, qu'avant, sinon qu'elles prennent d'autres formes, et que ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un père. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une mère, non, puisque ce sont des fonctions, c'est un travail, non? Ah oui, parfois c'est la mère qui est dépendante de l'enfant, parfois, très souvent, je pense, effectivement, Jean-Philippe, voilà, ça y est, j'ai compris. D'accord, exactement, très souvent, c'est la mère qui a besoin de ses enfants, qui n'a pas réussi, elle aussi, à faire sa propre vie. Sa vie, c'était s'occuper de ses enfants, et là, réussir à faire sa propre vie, de se retrouver face à cette vie sans enfant, est-ce qu'on empêche son enfant de grandir si on le retient? C'est-à-dire qu'il y a dépendance affective. Bah oui, bien sûr qu'on l'empêche de grandir. Mais après, on doit dire aussi, Céline, que l'enfant, quand il arrive à un certain âge, il est responsable de sa vie. Hein. Chacun est responsable. Je veux dire, c'est pour ça que chacun doit s'occuper de ses propres dépendances. Quand le jeune, il a 20, 22 ans, 25 ans et qu'il est toujours dépendant de maman, c'est à lui de faire le travail, c'est pas à maman. Il peut y avoir du père dans le discours de la mère. Exactement, Elisabeth. C'est-à-dire que la mère aussi, c'est celle qui doit réussir. Parce que quand la mère a besoin de son enfant, elle ne peut pas faire fonction père. Elle a besoin de lui. Combien de mères dorment avec leur petit garçon? Parce qu'elles sont toutes seules. Parce qu'elles n'ont pas d'amour. D'accord? Et donc ça, bien évidemment, c'est pas quelque chose qui convient à l'enfant, ni à la mère. Ni à la mère, parce qu'elle s'infantilise. Au lieu de dormir avec un homme, elle se retrouve en train de dormir avec un enfant. Que faire d'une culture qui encourage la dépendance affective? Ah bah oui, bah alors ça, vous partez, on va essayer de s'occuper, c'est pas facile d'être parent, effectivement. Donc, que faire d'une culture qui encourage la dépendance affective? Donc, c'est déjà bien de s'en rendre compte, Soumeya, qu'effectivement, la société, non, encourage la dépendance affective, veut la maintenir, donc maintenant ils veulent directement, hein, ils sont en train de faire un programme pour légaliser l'inceste, et légaliser les relations sexuelles avec les enfants. Donc, si on ne s'occupe pas chacun de soi-même, on va tomber dans le piège, Soumeya. On doit s'occuper chacun de notre propre affaire, notre propre dépendance, nos propres amours, de voir ce qu'on veut faire. Non, bien sûr, parce qu'il y a un travail à faire. Mais dans tous les cas, il y a un travail. Même celui qui ne fait pas le travail de se séparer de sa mère, il fait un autre travail. Le travail de rester accroché à la mère. Mais dans tous les cas, il y a un travail qui se fait. C'est ça qui est important aussi à savoir. C'est-à-dire que psychiquement, non, il y a toujours du travail qui se fait. Après, c'est moi qui choisis. C'est moi qui choisis. C'est pour ça que je dis que quand on a 14-15 ans, on ne choisit pas. On se retrouve, on est baladé, on se retrouve, et puis on vit dans l'ambiance familiale dans laquelle on est tombé. Mais quand on a une vingtaine d'années, alors là, on peut commencer à prendre nos propres décisions. On peut commencer à dire, non, moi, j'ai pas envie de cette vie-là, qu'on est en train de me montrer que je dois vivre. Non, moi, j'ai envie d'avoir une certaine indépendance. Mais l'indépendance, c'est pas simplement une indépendance économique, qui est très importante. C'est pas simplement une indépendance matérielle, sinon que c'est une indépendance affective. Une indépendance affective. Il y a des gens qui ont des difficultés à vivre parce que ils sentent qu'il leur manque quelque chose. Pourquoi vous dites que nous sommes dépendants de plein de personnes? Bah écoutez Serge, quand vous allez prendre votre café le matin, il y a plein de gens qui ont travaillé pour que vous puissiez avoir votre café, simplement. Non? On trouve la dépendance affective chez les pays latins dans lesquels le matriarcat doit être respecté. Non? Moi, je crois que
Ce qui va être le plus important quand vous parlez des pays latins, par exemple, c'est qu'il y a, on donne beaucoup d'importance à la mère. C'est-à-dire que on la continue à la mettre sur un piédestal, la maman, elle s'est occupée des enfants, même si elle n'a pas fait très bien, même si elle l'a fait très mal, mais c'est oh, la maman, non? Quel lien de dépendance affective? Donc c'est cette idée encore infantile. Parce que quand on continue à 35 ans à mettre sa maman sur un piédestal, c'est parce que c'est cette idée de cette mère phallique. Parce qu'il n'y a aucune mère, quand on a 35 ans, il n'y a aucune mère qui est à mettre sur un piédestal. C'est une femme qui a dû faire ce travail, comme ça fait des milliers et des milliers d'années que les femmes font ce travail. On peut dire que la dépendance affective est un trouble identitaire. Si vous voulez, bah oui, parce que le sujet, il n'a pas son identité, il n'a pas encore fabriqué sa propre identité. Quelle identité il a? C'est un dépendant, il a des besoins, comme les enfants. Il n'a pas le désir. Le désir, c'est le désir de faire sa propre vie, de faire une vie différente que la vie qu'ont fait nos parents, non, de pouvoir produire. Parce que la vie qu'ont fait nos parents, c'est la vie qu'ont fait nos parents. Nous, on doit produire notre propre vie en disant non, moi je veux autre chose que. En plus, j'ai vu ce qu'ils ont fait, c'est bien, c'est un modèle. Maintenant, moi je veux faire autre chose. La culpabilité peut-elle empêcher la séparation d'avec la mère? La culpabilité. Non, parce qu'en fait, la culpabilité, c'est parce que je reste avec la mère. Il y a culpabilité. Parce que être dépendant psychiquement de cette mère phallique, ça produit de la culpabilité. Ça produit le sentiment de culpabilité, puisque c'est une relation pratiquement incestueuse. Alors, c'est pas incestueuse, parce que personne ne touche personne, mais si je suis dépendante psychiquement, c'est-à-dire que je cherche toujours ma maman, non, l'identité n'est pas de l'identification, effectivement. Non? Donc c'est pas. Après, moi je pense que ça c'est plutôt oh ma petite maman, je veux pas la laisser toute seule. Donc comme je veux pas la laisser toute seule, ben, je reste avec elle. Mais ça c'est différent. Non, c'est pas exactement l'indépendance affective. Ça c'est peut-être peur de faire sa propre vie, Nathalie. Peur de faire sa propre vie. Il y a des gens qui ont peur de faire leur propre vie. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? Peut-être parce que la peur, ça peut être aussi face à l'incertitude. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va se produire? Qu'est-ce que je vais être capable de faire? Est-ce que je veux vraiment savoir ce que je vais être capable de faire? Est-ce que je vais être capable de faire quelque chose? En plus. Hein, c'est-à-dire que faire sa propre vie, construire sa propre vie sans répéter l'histoire que mes parents ont fait, non, c'est quelque chose de particulier. C'est prendre en main sa propre vie. Au lieu de se laisser guider parce que Soumeya faisait référence à la culture, parce que la société nous dit, non, nous dit comment nous devons vivre, et donc on se laisse, on dit on va faire le travail que la société nous dit que nous devons faire. Mais aujourd'hui, de plus en plus, nous savons que les sociétés ne travaillent pas, ne nous conduisent pas sur le bon chemin. Il n'y a pas de bon chemin dans la société. Dans la société, non, que les informations, je vous en prie Nathalie, non, que les informations qu'on nous donne ne sont pas exactement pour faciliter notre développement. Bien au contraire, bien au contraire. C'est pour ça qu'on a besoin d'apprendre à avoir des critères. Parce qu'en fait, ce qui se passe très souvent, c'est que on manque de critères, donc on ne sait pas. On peut choisir ça et on peut choisir ça. Mais on ne sait pas, on n'a pas de critères, donc on ne sait pas exactement qu'est-ce qui me convient le mieux. Bah, je ne le sais pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fabriqué mes critères. J'ai pas fabriqué mes idées. Il me manque des idées pour fabriquer mes critères. Sinon, qu'est-ce que je fais? Alors, comme j'ai pas d'idées, comme j'ai pas fabriqué mes propres idées, bah, je suis les idées de mes parents. Et qui est l'autre, avec un grand A aussi? Et quelle est cette relation conjugale, par exemple? Je ne comprends pas, Soumeya, la question, pardon, mais cette relation conjugale. Bonsoir, Katja. Donc, le désir. Donc, le désir, critère ou repère. Ben, c'est la même chose. C'est pas la même chose, non, pardon. C'est deux choses qu'il va falloir produire. Il va falloir travailler pour avoir des repères, comme des piliers, non, en sachant que par là, je sais que je ne dois pas aller, que ça ne me convient pas. Et après, quand j'ai deux possibilités, ben, savoir ce qui me convient le mieux. Ça demande aussi à assumer les responsabilités et ses erreurs, mais aussi à toucher à notre vulnérabilité. C'est tout un travail. Non, c'est prendre ses responsabilités et accepter qu'on va faire des erreurs. On va faire des erreurs. Puisque l'être humain, il fait des erreurs. Mais c'est comme ça qu'on apprend, non? Après être dépendante affective, le lien a été coupé à 50 ans avec la mère. Est-ce trop tard pour la construction psychique? Le déclic a été fait à ce moment-là.
est-ce vraiment, parce que si c'est vraiment une séparation avec la mère, vous avez une nouvelle vie, la nouvelle vie commence, et vous devez vous en rendre compte, non, que une nouvelle vie commence. Non, parce que se séparer de la mère, c'est commencer une nouvelle vie. Mais c'est pas évident, c'est une construction. Parce qu'en fait, c'est pas qu'il faut renoncer à cette dame, c'est qu'il faut renoncer à cette idée au prestige que je lui avais donné, reconnaître que je m'étais trompée. Parce qu'en fait, la première erreur, Fanette, la première erreur, c'est de penser qu'elle était formidable. Ça, c'était une erreur, c'était une illusion. Alors, faut l'accepter comme quoi je me suis trompée. Et je me suis trompée parce qu'on s'est tous trompés là-dessus. D'accord? Donc, il faut accepter que ça fait partie du jeu. Est-ce qu'il y a un rapport entre la dépendance affective et le cordon ombilical? Bah oui, on fait un rapport, oui, Samy, effectivement. On parle, j'ai pas encore, non, les Français ils disent, j'ai pas encore coupé le cordon ombilical. Ah oui. Donc, oui, et les aimer comme ils sont, les aimer vraiment, en fait. On n'est pas obligé de les aimer, hein, Fanette, pourquoi vous voulez les aimer? S'ils sont bien, on les aime, mais s'ils sont pas bien, ben, on les aime pas, hein. On n'est pas obligé de les aimer. Non, parce que là, vous voyez, vous parlez... alors, c'est préférable de les aimer comme si on a une bonne relation, en tout cas de ne pas les détester. Reconnaître que le parent est mortel, et boum. C'est en réponse au fait de vouloir rester avec la mère. L'autre est soit la femme pour l'homme, ou l'homme pour la femme. En fait, vous savez, celui qui cherche la mère, il cherche la mère indépendamment du sexe de l'autre. Non, quel que soit le sexe de l'autre. Il y a des femmes qui sont avec un homme, et l'homme, il fait la maman. Et il y a des hommes qui sont avec une femme, et la femme fait la maman. Je veux dire que le travail à faire pour pouvoir, que peu importe la personne, hein, que nous avons cette dépendance affective et que c'est un travail à faire pour, donc je répète beaucoup, mais et que le travail c'est un travail grâce à la psychanalyse, on va dire que grâce à la psychanalyse c'est l'instrument qui va nous permettre d'abandonner cette illusion, d'abandonner une illusion, hein. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est une illusion que nous avons créée, qui a été indispensable pour notre construction, qui est obligatoire et nécessaire pour notre développement, mais à un moment, il faut renoncer. Et en plus, on va dire, à chaque fois qu'on renonce à une illusion, on grandit. Non, renoncer à une illusion que l'amour, c'est pas exactement ce que je pensais, non, à chaque fois qu'on renonce à une illusion, que les choses ne sont pas comme j'avais imaginé, non, qui sont d'une façon différente, on grandit. Et non seulement on grandit, sinon qu'on est plus dans le monde. On peut plus participer dans le monde. Parce que quand on est plein d'illusions, on vit au pays la scène bonsoir. Est-ce en fait la castration? Si. Comment que la castration? Soumeya, tout à fait. Catherine Baronnier, bon, ok, on sort. Cette dépendance se construit inconsciemment pendant l'âge très précoce. Elle est obligatoire, donc c'est pour qu'elle elle se met en marche obligatoirement, parce que sinon l'enfant va mourir. Non, l'enfant va mourir, donc elle se met en marche obligatoirement. On va dire que c'est obligatoire. Et donc Elisabeth, elle disait, est-ce en fait la castration? Pourquoi vous mettez la castration? La castration, ça va être, non, parce que la castration, c'est une menace. La castration, non, c'est la menace. C'est le fait de penser que je peux perdre quelque chose. Qu'en fait, je vais rien perdre, j'ai rien à perdre. Je l'ai déjà perdu. Je l'ai déjà perdu parce que ce que vraiment je vais perdre, c'est mon immortalité. Je vais perdre l'immortalité. Donc c'est ça qui va me faire, c'est ça auquel je dois renoncer. C'est pour ça que tout est la question des limites, non? Que tout est entrelacé. Parce que renoncer à cette illusion de la mère phallique, renoncer à une illusion, dites-vous, mais ces illusions ne sont-elles pas inconscientes ou inavouables? C'est pour ça qu'il faut s'analyser, Jean-Philippe. Bien sûr, au départ, les gens ils sont persuadés que ce qu'ils pensent, ils ne voient même pas que ce sont des illusions. C'est pour ça qu'il faut s'analyser pour petit à petit qu'on se rende compte, apprendre à se rendre compte, ben non, que ces idées-là, c'était des illusions. C'était des illusions pour commencer à s'avouer certaines choses. Et à chaque fois qu'on s'avoue certaines choses et qu'on prend conscience, non, que parce que tout est associé, non? Quand on dit le désir, c'est associé à notre situation de mortel. Le désir de faire sa propre vie, c'est à notre situation de mortel. Donc tout est en relation. Et après tolérer.
tolérer. Ce qu'il faut apprendre aussi, c'est tolérer que la vie que nous allons vivre, c'est pas la vie que nous avons rêvée, c'est une autre vie, qui peut être des fois mieux que nos rêves, mais c'est une autre vie. Est-ce qu'on peut que les mamans omniprésentes qui nous donnent ce type de personnalité? Il n'y a pas d'équation, non? Il n'y a pas d'équation. Anan. Donc il y a des mamans qui sont omniprésentes et puis les enfants, il y en a poup, qui arrivent à se défiler, poum, et qui font leur vie. Il n'y a pas d'équation. Sinon, c'est quand le patient va venir. En plus, des fois, il y a des mamans qui sont pas omniprésentes. Mais le patient, il vient et il parle de sa mère comme si elle avait été omniprésente. Elle n'a pas été. Mais lui, il a eu l'impression que sa maman, elle était omniprésente. Donc, que dit Marie-Thérèse? Les illusions sur le terreau du fantasme. Voilà, exactement. Je me suis détachée de ma mère et de ses préjugés qui m'ont suivi pourri la vie et m'ont pas empêché de vivre ma vie de femme comme je l'aurais souhaité. J'ai vécu pour lui plaire et au final, donc vous voyez, non, que c'est un grand amour. L'amour avec la maman, c'est un grand amour. C'est le premier, c'est le plus grand, c'est celui qui était le plus beau, même si après on dit non, qu'elle m'a pourri la vie, mais c'était le plus beau. Donc la dépendance d'abord immobilière qui se transforme en immobilisation psychique quand elle nous possède. Et pour les enfants placés en institution qui changent constamment de personne, qui s'occupent de lui, il passe également par l'identification et l'illusion, il y a aussi. Ça dépend de chaque personne. On ne peut pas savoir. Il faut écouter. Il faut écouter les gens. Bon, c'est-à-dire que il n'y a pas on ne peut pas savoir avec qui il va être, quel type de personne c'est, et avec qui, dans quelle famille il va se retrouver. Tout va dépendre de plein d'éléments. À quel âge? Avec qui? Il va y aller tout seul? Il va y aller avec des frères et sœurs? Et comment il va en parler? Qu'est-ce qu'il va dire de ça? Ça va être le plus important. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire... non, c'est pas la bataille navale en disant « Ah, 3, allez, poum !» Non, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne peut pas prévoir comment va. On ne peut pas penser, voir comment, si cet enfant va dépendre de sa mère, quelle que soit la maman. On ne sait pas. Est-ce que les relations amoureuses sont toujours transférentielles? Le transfert, Fanette, est partout. D'accord? Dans toutes nos relations sociales, il y a du transfert. La seule chose, c'est que la psychanalyse, non, c'est un élément nécessaire pour le travail analytique, et c'est un élément le transfert, il se produit dans toutes nos relations sociales. Partout. Hein? Si vous allez prendre, je veux dire, il se produit, oui, dans toutes nos relations sociales, il y a du transfert. Mais dans la majorité, on ne s'occupe pas de notre transfert, on a des relations avec nos amis, avec des collègues, non, avec le boulanger, il y a du transfert. Mais on ne va pas s'en occuper. Hein? On doit vivre. On ne va pas s'occuper à savoir comment ça fonctionne. Ce qu'il faut s'occuper, c'est de vivre, pas de savoir comment ça fonctionne et de comprendre comment ça fonctionne. Hein? C'est donc qu'il faut s'occuper de vivre. C'est ça qui est le plus important. Hein? Donc, je dois me séparer de vous. Merci beaucoup pour cette soirée. À mardi. Au revoir Céline. Mais il y a des relations amoureuses plus fortes que d'autres. Oui, mais ça, il faut voir pourquoi. Pourquoi elles sont plus fortes. Oui, bien sûr, mais c'est pas en raison du transfert obligatoirement. Hein. Non, c'est des éléments en plus que ce n'est pas obligatoirement à cause de la personne avec qui l'on est. Non. Sinon, ça peut dépendre de nous. Donc, ça peut dépendre de nous dans le sens où nous avons un peu plus besoin à ce moment-là de nôtre, par exemple. Donc, les sentiments sont... Une mère manipulatrice peut-elle engendrer un enfant dépendant affectif? Tout est possible, Marie. Tout est possible, mais pas obligatoire. À bientôt, Salma. D'accord, très bien. Allez, on arrête là. Bonne continuation. Donc, la fois prochaine, on continue avec les drogodépendances. D'accord? Donc, bonne continuation. Merci de partager cette vidéo sur vos réseaux, de partager. Et on se retrouve mardi prochain, donc, pour une prochaine rencontre. Allez, à très vite. Bonne semaine. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir.